8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qui ça à l'antenne? Corruption au Mali avec comme invité M. Youssouf Mohamed Bathily alias Ras Bach, porte-parole du CDR, collectif pour la défense de la République. M. Bathily, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, notre second invité est le professeur Clément Dambélé, président de la PCC, plateforme de lutte contre la corruption au Mali. Professeur Dambélé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et enfin, nous sommes en compagnie de M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du SADI, parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Bathily, nous parlons ce soir de transparence, nous parlons de corruption. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que nous devons comprendre par transparence de la vie publique et qu'est-ce que la corruption? Merci beaucoup. La transparence, de manière très simple, s'entend par l'ensemble de règles, de procédures, de réalisation d'un fait, d'une action, d'un projet, qui soit rendu public et qui soit contrôlé par les citoyens. En un mot, c'est la sincérité dans la démarche d'une action. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la transparence, il s'agit d'abord de s'entendre sur les règles qui régissent un domaine précis, que ces règles soient rendues publiques aux citoyens et que les faits qui auront été conduits sous prétexte de ces mêmes règles soient connus de tous afin qu'ils puissent évaluer les faits à la lumière des règles et que le résultat obtenu à l'issue soit aussi rendu public. Et s'il est satisfaisant, que les citoyens puissent l'apprécier. S'il n'est pas satisfaisant, qu'ils puissent le désavouer. Donc c'est la sincérité d'une démarche afin que rien ne puisse demeurer secret, obscur pour les citoyens. La corruption, de toutes les définitions qui ont été données jusque-là, celle qui a retenu mon attention et que je préfère le mieux pour l'un plus que tous, c'est celle de Transparency International. Définir la corruption comme étant, si vous voulez, la corruption est le fait qui consiste en l'abus d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privés. Dans cette courte définition, vous avez trois notions. L'abus du pouvoir. Vous avez à des fins privées et vous avez la délégation du pouvoir. Ça veut dire que dans l'abus, la personne dépositaire du pouvoir est allée au-delà de ce que la loi lui a permis. Deuxièmement, ce pouvoir qui lui a été délégué, il l'a détourné à des fins privées. Le Transparency pose la notion de fin privée ici, qui va au-delà de l'enrichissement exclusif de la personne dépositaire du pouvoir pour s'intéresser à ceux qui sont autour de lui, ses amis, sa famille, tout ça. Et troisièmement, vous avez, si vous voulez, la notion de délégation, ce qui étend la corruption à des sphères privées comme les associations, les syndicats. Donc, vous avez quelqu'un qui est dépositaire d'un pouvoir qui émane d'une autre personne pour un fait bien précis, mais qui l'en abuse pour le détourner à d'autres choses. Donc, toute personne dont la vie, l'existence, l'honneur et la dignité dépendent de l'intégrité de la personne dépositaire du pouvoir, subit les conséquences de l'abus de ces pouvoirs-là. Donc, voici pour moi, et pour prévenir la corruption, il est important pour toutes les personnes, pour tous les citoyens de la cité, de savoir les règles consensuellement préétablies dans tous les domaines, que ces règles soient connues de tous, dans toutes les langues, afin que chacun sache dans ces domaines quelle est la règle prévue. Deuxièmement, les faits qui auront été conduits sous prétexte de ces règles-là, que ces faits soient révélés au public, afin qu'ils puissent évaluer les faits par rapport à la règle, leur conformité. Le résultat qui était à l'esprit originel des règles, est-il conforme à ce qui a été obtenu? C'est cela, la transparence se résume en deux choses. La règle préétablie, la publication de ces règles, le contrôle du résultat, et la corruption se résume en trois notions: l'abus du pouvoir, le détournement des fins privées et la délégation du pouvoir, ce qui fait que personne n'échappe aux conséquences. Voilà. Et en voyant le lien maintenant entre la transparence et la corruption, pouvons-nous dire que la transparence empêche-t-elle la corruption de se développer? Évidemment, c'est une étape cruciale, substantielle.
Pour que moi, Robert, étant employé de l'Africable, puisse, vous, Robert, animateur de cette émission, vous contrôler, il faut que je sache la règle qui régit cette émission d'abord. Que cette règle ne soit méconnue par personne de l'Africable. Et tous les citoyens et tous les employés de l'Africable sachent que par rapport à cette émission, voici les règles établies. Et que donc, comment Robert a établi ça? En connaissant la façon dont tu as conduit l'émission, par rapport aux règles préétablies, je saurais si tu l'as conduit conformément aux règles préétablies. Et le résultat a été quoi? C'est cela. La transparence permet aux citoyens de savoir que l'impôt que je paye, le pouvoir que je confie à telle personne, je lui donne l'impôt pour telle fin, je lui confie le pouvoir pour telle fin. Et donc, cette fin obtenue est-elle conforme à la procédure de décaissement de conduite? Le résultat est tel, ce qu'on avait voulu au départ. La transparence permet d'anticiper sur la corruption. Elle permet d'empêcher les dépositaires de l'autorité de pouvoir d'en abuser. Elle permet d'empêcher les dépositaires de l'autorité de pouvoir de s'enrichir et de ses proches. Elle permet aux citoyens de tirer sur la sonnette d'alarme dès l'instant qu'ils sentent qu'il y a un début ou une intention d'abuser, un début ou une intention de dévier, tout de suite de le ramener au respect du contrat social, au respect de l'esprit de l'autre. Donc c'est un mécanisme d'anticipation, c'est un mécanisme de dissuasion, c'est un mécanisme de contrôle citoyen. Il est indispensable, il est à l'origine, au milieu et à la fin. Merci Monsieur Bathily, professeur Damélé. Alors dites-nous en ce moment, l'absence de transparence est-elle un facteur d'aggravation de la corruption? Merci beaucoup. Vous savez, là où il n'y a pas de transparence, ça veut dire que la corruption est proliférée. Mais il faut rajouter que, quand on connaît des pays comme le nord de l'Europe du Nord, on sait que dans certains pays comme le Botswana, que la corruption est réduite de façon conséquentielle, la corruption est réduite de façon remarquable. Mais il faut savoir aussi que la transparence, elle se définit aussi par la notion d'impression et la notion de redevabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on vous met dans une mission, lorsqu'on vous met dans un acte à accomplir, et que de retour, le citoyen a la possibilité d'interroger le système, le citoyen a la possibilité d'interroger l'exécutif, et que l'exécutif a le devoir et l'obligation de répondre de façon claire et nette, suivant les normes établies, là, on parle de la transparence. En un français très simple, lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, lorsqu'il y a des règles établies et que vous devez exécuter ces règles, et de l'autre côté, il y a des citoyens qui subissent, pas forcément négativement, mais qui subissent l'acte commis, et qu'il y a le lien d'interrogation et les liens de réponse, ce qu'on appelle le principe de la redevabilité, on parle de transparence qui va aboutir, dont l'un des éléments est la bonne gouvernance. Donc transparence égale bonne gouvernance, quelque part, mais transparence ne peut pas mettre fin à la corruption. Ça donne l'impression, ça donne le sentiment, ça permet à la population, aux citoyens de prendre le pouvoir d'interroger les gouvernants qui ont le devoir de la redevabilité. Justement, professeur, vous dites que transparence égale bonne gouvernance. Ne peut-on pas dire que bonne gouvernance aussi égale fin de la corruption? Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrête de mentir, par exemple, aux gens en disant que on va corruption au zéro. Ça n'existe pas. Ce n'est même pas possible. La corruption est aussi vieille que l'humanité. C'est-à-dire que la corruption, elle vient d'où? Elle vient du sentiment de s'approprier, du sentiment de commettre un acte en sa faveur ou à la faveur de quelqu'un d'autre. Que ce soit matériel, que ce soit moral, que ce soit intellectuel, la corruption, elle se définit tout simplement par l'envie, par le désir de poser un acte pour se privilégier et bénéficier d'un positionnement stratégique par rapport à l'autre, en dehors du système établi. Ça veut dire tout simplement que quand on dit aujourd'hui aux gens qu'on va lutter contre la corruption, il y aura zéro corruption, c'est comme si vous êtes en train de dire que tout le monde ira au paradis. Oui, ça fait plaisir à tout le monde d'aller au paradis, mais tout le monde n'ira pas au paradis. C'est comme tout le monde, il ne peut pas avoir zéro corruption. Mais le phénomène peut se réduire à tel point que ça va toucher l'éducation, ça va toucher la vie publique, ça va toucher la vie quotidienne, et qui fait que les citoyens peuvent bénéficier de ce qu'on lui doit, et que les gouvernants auront le sentiment de la redevabilité, c'est-à-dire de la mission à accomplir et de rendre compte au peuple. Et c'est ça qu'il faut viser, et non de mentir pour dire que s'il y a transparence, il n'y a pas de corruption, et la bonne gouvernance, c'est la corruption zéro. Donc, quel indicateur de mesure ne peut aboutir
à la corruption généralisée. D'accord, merci professeur Dambélé. Monsieur Bokoum, alors en tout cas au Mali, nombreux sont les organes et les institutions de lutte contre la corruption. Est-ce que nous pouvons dire que tous ces organes, toutes ces institutions sont assez efficaces dans cette lutte? Oui ou non, pourquoi? Bonsoir. Permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de nos soldats tombés l'autre jour sur le front vers Ménaka. Et à l'occasion, je demanderai quand même aux amis et aux camarades ici d'observer une minute de silence. Je vous en prie. Merci. Je vous remercie. Et il est important de, par exemple, même la CENTIF, qui est une cellule d'information également sur les transactions et tout ça, qui sont autonomes, qui existent au ministère de la Finance et qui est lié directement au ministre des Finances et qui émet également des rapports réguliers mais confidentiels, parce qu'il s'agit des secrets bancaires, des fuites de capitaux, de la lutte contre le terrorisme, le financement et tout ça. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de structures, mais en réalité, ces structures ont des modes de fonctionnement très différents. Et ces structures sont dotées de mécanismes qui les permettent réellement de pouvoir agir avec beaucoup d'efficacité pour atténuer la corruption au Mali. Quand vous prenez l'OCLE en réalité est une structure qui dispose d'un fonctionnement d'exception. C'est un fonctionnement d'exception. Par exemple, au niveau c'est la seule structure qui demande, c'est-à-dire qui inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à la justice de prouver que vous avez volé, mais c'est à vous de prouver que vous n'avez pas volé. Donc l'OCLE est doté de cette capacité de pouvoir inverser cela. Et ce que d'autres considèrent comme un principe de droit, un principe de tribunaux d'exception, en réalité ça peut être ça, mais en réalité également ça existe en droit classique. Aras va, je dirais, sous son contrôle comme il est juriste, et ça existe en droit classique, en matière économique. Donc l'inversion de la charge de la preuve, c'est ce qui est appliqué même dans les pays européens. Vous ne pouvez pas, en France, disposer d'un immeuble si vous ne travaillez pas. Ce n'est pas possible. Même si vous mettez une somme quelconque au niveau de la banque, systématiquement, vous êtes appelé pour que vous justifiez cela. Donc, on a ces différentes structures. À côté de ça, il y a le pôle. Le pôle économique qui est une structure de la justice, qui est d'ailleurs la seule structure au Mali qui fait rentrer énormément d'argent dans le domaine de la justice. Il faut rentrer des milliards dans les caisses de l'État. Et d'ailleurs, même, c'est l'occasion de le dire, ils sont très mal traités par rapport à l'OCLE, qui est une structure où les gens ont 3 millions, 4 millions. Vous avez le vérificateur général qui fait des rapports, qui les envoie, qui dispose, qui prend dans les 5, 7 millions. Mais au niveau du pôle, ceux-là même qui sont en contact direct avec ces présumés délinquants financiers ne sont pas à l'abri du besoin. Parce qu'ils sont exposés, n'ayant pas beaucoup de salaire. Et pourtant, ils côtoient les plus grands riches du pays, les plus hauts fonctionnaires de l'État. Et donc, moi, je pense que si on veut que cela puisse être amélioré, qu'on puisse au moins revoir leur statut pour les doter comme les autres structures qui luttent contre la corruption, parce que sinon, ils seront aussi corruptibles très facilement. Donc, à partir de là, et quand vous prenez toutes ces structures, Robert, qui sont en train de travailler aujourd'hui, on voit visiblement que c'est un manque de volonté politique au pays. Et ce manque de volonté politique est lié tout simplement à l'existence d'un système qui est corrompu, un système qui oblige même des gens de bonne foi à rentrer dans le réseau de la corruption. Donc il convient aujourd'hui de revoir le problème au niveau du système et non pas de revenir à des niveaux individuels, de poser les combats sur des hommes pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils représentent. Voilà toute la contradiction que nous avons dans le domaine de la lutte contre la corruption. Merci M. Bokoum, M. Bachiri. Alors M. Bokoum vient de nous parler de ces organes-là en deux types. Ces organes de répression, disons de dénonciation, et ces rattachés au ministère des Finances. Telle la Direction nationale de contrôle des finances, la Direction nationale du Trésor et le Trésor national, la Direction nationale aussi des marchés publics et des délégations des services. Ils ont pour mission d'agir en amont par rapport à l'application, de veiller sur l'application des normes de dépenses des deniers publics.
Au titre encore de ces contrôles administratifs, vous avez le Parlement, qui a deux types de rôles, qui agit en amont aussi au niveau du contrôle des lois des finances, sur le budget d'État, les comptes spéciaux. Mais rien qu'à ce niveau du contrôle administratif, qui sont des formes de contrôle, les trois administratifs, parlementaires, et trucs, mais rien que par au niveau du contrôle administratif, vous avez 4 types de contrôle. Le contrôle a priori, le contrôle concomitamment, les 3, et le contrôle a posteriori. Ces différents services qui sont rattachés au ministère des Finances agissent en amont. Ils sont dans tous les services. Et concomitamment, vous avez au niveau de chaque département des services internes, des gestionnaires, qui, eux, ont le pouvoir d'agir pour sécuriser la gestion des ressources qui leur sont confiées. Et ce qui est le plus important, c'est aussi le contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, il a parlé tout de suite du contrôle général des services publics, CGSP. CGSP a été créé par Alpha en 2000. Il a été créé en 2000. Il a une compétence étendue, pouvoir de s'intéresser à tous les départements ministériels. Plus que ça, il a la compétence de mener le contrôle et l'audit sur tous les départements de services attachés qui reçoivent les fonds publics. Il a 4 missions. 1. Rechercher d'éventuelles pratiques de corruption. 2. Vérifier à la conformité des choses à l'exécution du marché. 3. À la moralité des dépenses publiques. Et 4. Évaluer l'efficacité des services. Il a 2 départements. Un département d'audit qui vérifie l'exécution conforme aux lois et un département d'investigation qui a pour charge de rechercher les pratiques de corruption et de délinquance financière et économique. À côté de ça, vous avez aussi au niveau du contrôle a posteriori, le contrôle juridictionnel, qui commence d'abord par la Cour, c'est la Cour suprême, et qui est même constitutionnalisé, l'article 83 de la Constitution, à travers la loi organique numéro 96-71, qui régit l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, qui dispose 3 sections, dont la section des comptes. Cette section a le pouvoir de contrôler tous les exercices budgétaires clos et de recommander les choses à l'endroit de l'exécutif et du législatif. Toujours dans le cadre du dispositif de contrôle juridictionnel, le plus important, c'est ce qu'il a parlé, les pôles économiques ont été créés par le décret numéro 03-245 du 16 décembre 2003 par ATT. Les pôles économiques sont rattachés auprès de 3 cours d'appel, Caille, Bamako et Mopti. Ils sont dotés d'un parquet spécialisé, d'un ou des cabinets d'instruction spécialisés, d'une brigade économique et financière, et avec des assistants spécialisés, qui ont pour compétence de mener des enquêtes préliminaires sur toutes les infractions de faux monnayage, contrefaçon. Ces trucs-là aussi, vous avez le vérificateur général qui produit un rapport. C'est là où se pose même la question. Connaissant la compétence matérielle et la compétence territoriale de la CG ou du contrôle général des services publics, il n'y avait même pas raison de créer le vérificateur général, puisqu'il a toutes les compétences. C'est une question de coopération. Et le dernier déficit, c'est qu'en atteste le communiqué du procureur suite à l'affaire de Bakary Togola, où il dit que le lanceur d'alerte qui les a saisis les a aidés à mieux comprendre les lignes comptables. Ça traduit qu'il y a un déficit de capacité intellectuelle à maîtriser les infractions à caractère économique et financier. Ce qui renvoie à une formation accrue des magistrats dans ce domaine qui requiert des compétences exceptionnelles, spécifiques pour pouvoir mener à bien leur boulot. Et dernièrement, c'est aussi l'obstacle de la loi. Les ministres aujourd'hui, du fait qu'ils soient suspectés ou poursuivis, ne peuvent être poursuivis que devant la Cour de justice avec une procédure politique. Je vois mal une majorité parlementaire politique mettre en accusation un ministre de majorité politique. Donc il y a cet obstacle. D'accord, voilà. Nous aurons certainement le temps d'en parler. Professeur Damélé, alors il y a beaucoup d'infractions. Il y a beaucoup d'infractions dans ce que nous pouvons vraiment constater sur le terrain dans le pays. Alors est-ce que nous avons des instruments d'évaluation en fait, de toutes ces infractions afin de déterminer le degré de corruption chez nous? Non, nous avons des indicateurs de mesure, mais c'est ce que je veux dire par là. Ce soir, je ne voulais pas en parler, mais quand Marou Kassogué, le procureur, dit que les lanceurs d'alerte, dont je vais faire le nom ici, les a aidés à comprendre les lignes de calcul. Parce que le lanceur d'alerte, c'est un expert comptable, c'est quand même un comptable qui
qui a travaillé à côté de Bagaï et qui connaît très bien le dossier. Cela ne veut pas dire que Kazogé est d'une insuffisance intellectuelle, bien de là. Je pense que c'est un magistrat qui est très bien expérimenté. Et s'il n'est pas comptable, qu'on l'aide à comprendre, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intellectuellement structuré. Mais je vais tout simplement dire que nous avons des instruments, des mesures qui est là. L'un des instruments de mesure, comme il l'a dit, c'est qu'il y a le vérificateur général qui produit un rapport. Il y a le travail qu'on peut mesurer par les différentes arrestations de pôle économique. Il y a également les CENTIF qui contrôlent tout ce qui est les transactions informatisées, tout ce qui est numérique à ce niveau. C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre des différents éléments et les combiner pour dire qu'il y a un indicateur de mesure pour savoir le degré de corruption. Je vais vous donner un exemple. Si nous prenons par exemple le rapport du vérificateur général, 2015, nous prenons le rapport de la Banque mondiale, à la page 137. De la même année? La même année, 2018 plutôt, 2018. Nous prenons le rapport de l'Agence Transparency sur l'indicateur de mesure sur l'impression de la corruption. Nous prenons le rapport de Frédéric Ebert, 2019, avril 2019, dernier rapport. Nous prenons le rapport de l'Union européenne, qu'on appelle souvent le rapport du Canada, mais qui est produit par l'Union européenne, financé par l'Union européenne. Si nous prenons le rapport de l'Investment, on prend 14 rapports. On prend Afrobaromètre, tous ces rapports se combinent et quand on prend le chiffre officiellement, nous tombons sur 250 milliards de francs CFA détournés. Ça veut dire qu'on a un indicateur de mesure pour quelqu'un qui s'y prend, quelqu'un qui se donne un exercice à lire différents rapports, à les combiner, à trouver les chiffres et à le faire du total, faire une classification de la corruption, de dire que finalement, si les Maliens ont cette impression de la corruption, et quels sont les services qui sont concernés, même si on sait très bien que le rapport de Frédéric Ebert classe la douane comme étant le premier de la classe des plus corrompus au Mali, suivi par la police, etc. Mais il faut que nous ayons nous-mêmes notre indicateur de mesure, notre capacité à mesurer la corruption par nous-mêmes et que nous affranchissons d'autres méthodes et que sur le terrain, ce sont des Maliens qui font la mesure. Deuxième élément que nous allons mêler et que nous allons publier en mars prochain, c'est le taux exponentiel et le taux de bassesse de la corruption. C'est-à-dire à quel taux, quelle est la croisière de la corruption sur les 10 années qui sont passées. Et la dernière chose, c'est de voir les perspectives. Qu'est-ce que le Malien pense de la corruption et quelles sont les solutions que les Maliens apportent aujourd'hui à la corruption? Parce que ça nous amène à répondre à une question de dire qu'il n'y a pas de méthode contre la corruption. Vous avez votre méthode, moi j'ai ma méthode. Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de mauvaise méthode. Et chacun applique sa méthode. Et finalement, la bonne méthode, c'est d'écouter les Maliens, c'est d'aller vers les Maliens, au plus près des Maliens pour comprendre que le paysan qui se trouve à Nangalasso, par exemple, et le paysan qui se trouve à Yorosso, et l'éleveur qui se trouve à Tombouctou, quelle est son impression sur la corruption et quel outil on peut le doter pour lutter contre la corruption et quelle est sa part de solution. Sa part de solution parce qu'il faut sortir de l'idée tout pensante, de concepts tout pensés pour dire que la corruption finalement, on l'a définie, on la classe là, et finalement, la corruption pour lutter, il faut passer par ça. Non, il faut écouter les populations, il faut trouver des solutions. Parfois, la lutte contre la corruption, peut-être que c'est par la culture, la tradition, c'est peut-être par le comportement, peut-être par des outils qu'on mettra en place, on en discutera. Mais je pense qu'à partir du mois de mars, nous, on va sortir ces différents outils, on va faire un premier rapport qui permettra de poser pour la première fois dans l'histoire du Mali les différents éléments qui puissent apporter la lutte contre la corruption de façon conceptuelle et de façon structurée. Merci, professeur Dembélé. Monsieur Bokoum, alors, il y a sur quelles données objectives, mais vraiment mesurables, quantifiables, se fonde-t-il votre engagement dans la lutte contre la corruption, ou alors pouvez-vous nous parler de vos véritables motivations dans cette lutte contre la corruption? C'est une question plateau. Après, M. Bokoum, c'est ça votre tour, M. Bachili. Merci Robert. Sur les motivations réelles pour lesquelles, en tout cas nous, on se bat contre la corruption, ça date de loin. Ce n'est pas un événement récent. Je pense que les uns et les autres auront quand même l'honnêteté de le reconnaître. Que même la création de mon parti,
il y a l'une des raisons de la création du parti Sadi est basée sur le fait de ne pas accepter ce type de gouvernance. Vous savez, je vous ai parlé de volonté politique. Au Mali, on a moins de 1% qui est alloué au budget du ministère de la Justice. Alors, vous savez très bien qu'en normes internationales, pour avoir les normes, c'est-à-dire que pour qu'un secteur soit considéré comme prioritaire, il faudrait qu'il ait au moins 5%. Donc à partir de là, vous allez vous rendre compte réellement que la volonté politique fait tout pour qu'il n'y ait pas une véritable indépendance de la justice. Ça, c'est non politique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est les raisons pour lesquelles nous nous battons également pour que cela puisse être une réalité, la séparation des pouvoirs, pour que cela puisse permettre aux Maliens de bénéficier d'une bonne gouvernance. Donc l'arsenal juridique est plombé par une volonté politique, par un parlement qui vote des lois corrompues, parce que c'est là qu'il s'agit. Une justice ne dispose que l'instrument des lois. La justice n'a pas autre chose. Son seul instrument, ce sont les lois. Et donc, à partir du moment où vous avez des lois qui quittent déjà dans un environnement corrompu et qui est mise en œuvre par un exécutif qui sort des entrailles de cette majorité, qui ne fait que des lois corrompues, en ce moment, il faudrait que les gens s'attendent à des jugements eux aussi corrompus. Parce que quand la loi est corrompue, le jugement ne peut être que corrompu. Donc, c'est pourquoi nous disons que ce que fait les magistrats aujourd'hui est une très bonne chose. Ils sont en train de pousser, mais vous allez finalement vous rendre compte des limites de la loi en la matière. Et donc, ce qui nous motive, ce n'est pas les indicateurs. Nous, on n'a que faire des indicateurs de loi, je ne sais pas quoi, les FMI et tout ça. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est visible. Quand vous quittez ici, de l'école à l'hôpital, de l'école à l'hôpital, l'essentiel des citoyens est mis en second plan. C'est à cause de l'aggravation de cette corruption. D'ailleurs, ce n'est même pas la corruption. J'ai toujours dit que ce mot est civilisé au Mali. C'est un pillage systématique des biens de l'État et en bande organisée. Merci à M. Bokoum, M. Bersidi. Merci. Je reviens pour rappeler à mon frère Clément que la lutte contre la corruption au Mali a toujours été conceptualisée. Le vérificateur général, c'est un concept. Le contrôle général des services publics, c'est un concept. La direction nationale, le trésor, le budget public, tout ça, c'est des concepts qui ont pour mission de promouvoir la bonne gestion du débit, d'anticiper sur la mauvaise gestion et de réprimer les auteurs de ces répressions, de ces atteintes. Au niveau juridictionnel, on a les pôles économiques, on a le contrôle parlement, qui en amont agissent pour contrôler la loi des finances, qui à la fin a le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement. C'est une question, comme l'a dit mon frère, de volonté politique. Ce n'est pas les concepts qui ont manqué dans ce pays. Il en existe énormément. Et des indicateurs, on les a toujours eus. 2014-2015, rien que le rapport des vérificateurs, 150 milliards. 2015-2016, on a chuté à 70 milliards à peu près. 2016-2018, à 80 milliards. Les données sont là, quantifiables, chiffrées, qui sont partout, accessibles à tous. C'est ça même la notion de la transparence. Et j'en ai reproché à beaucoup d'hommes politiques qui ne vont pas chercher des éléments pour les analyser à la place publique. Chacun y a accès, mais on n'y va pas. On a des indicateurs. La motivation que nous avons à lutter contre ça, elle tient dans la définition même de la corruption dont je vous ai dit en l'entente de ce débat. C'est en l'abus du pouvoir reçu par délégation à des fins privées. Quiconque, dont la vie, l'honneur, la dignité de l'existence dépend de l'intégrité du dépositaire de ce pouvoir public, en subit des conséquences. On ne saurait ne pas se soucier de son propre sort. À tous les égards, ça touche. On a parlé de la corruption jusque-là. Les causes sont quoi? Les formes de corruption, énumérons-les. Les causes, vous avez la mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions, la faiblesse des salaires et le poids de la tradition. Les formes de gouvernance, de corruption qu'on peut énumérer ici. Vous avez ce qu'on appelle le dessous des tables, c'est quoi? Donner de l'argent à un responsable officiel afin qu'il agisse vite, soit qu'il agisse de manière souple ou qu'il favorise quelque chose. La fraude, c'est quoi? C'est la falsification des factures. Le népotisme, c'est quoi? Octroyer des marchés à des personnes sur la base tout simplement des liens qu'on a avec eux.
Vous aviez tantôt parlé d'une notion que j'aimerais vraiment que vous expliquiez au public, la concussion. Justement. C'est la connivence entre un dépositeur de pouvoir public et un bénéficiaire. Banque mondiale, ok. Union européenne, ok. Mais je vous ai dit, on parle du Mali. Le Mali lui-même s'est doté des institutions. Le Mali s'est lui-même assis, réfléchir à la corruption, concevoir des systèmes, élaborer des structures, les doter de capacités juridiques, des capacités matérielles et humaines pour anticiper, endiguer et corriger. Mais c'est tout est dans la volonté de l'homme en charge de conduire ça. Robert, ce n'est pas les textes qui manquent. Ce n'est pas les structures qui manquent budgétivores. Rien qu'en 2011, on a investi près de 10 milliards dans ces structures-là. Vous savez combien ça coûte? Le CGSE, le contrôle général des services publics, c'est rattaché à la primature. C'est rattaché à la primature. Vous avez reçu Moussa Mara ici. Donc ce n'est pas des concepts qui manquent, mais c'est plutôt la volonté. Et la volonté, elle doit animer chaque citoyen. Elle doit agir afin qu'en amont, on puisse avoir des hommes capables d'être respectueux des règles qui sont préétablies. En aval, avoir des gens qui soient capables d'appliquer les sanctions prévues en cas de manquement. Tant qu'on n'a pas ça, on ne saura pas. Les textes vont demeurer en tant que tu vas en l'état. Donc c'est un peu ça le truc. Les indicateurs, nous les avons. Les rapports de toutes ces structures qui sont publiques, des chiffres qui sont là alarmants. Et comparer aussi, il a dit mon frère, que la justice recouvre par le biais des procédures de recouvrement. Il faut comparer ce que la justice recouvre par rapport à ce qui est sorti. Le manque. Et c'est cela que tu évalues l'efficacité de nos mécanismes de prévention de lutte contre la corruption. Merci, M. Bachili. Professeur Dambélé, quelles sont vos motivations? Les motivations sont très simples. Je ne vais pas ramener Arasbat à l'école, c'est mon frère. Donc je pense qu'il a dépassé l'âge de retourner à l'école pour qu'on fasse la différence entre le concept et l'instrument, l'outil de contrôle. C'est carrément différent. Tout ce qu'il cite, ce ne sont pas des concepts, ce sont des structures, ce sont des instruments, des outils. Et quand je parle de concept, je parle de la société civile. Bon, peut-être qu'il n'a pas bien suivi ce que j'ai dit, mais je parlais de la société civile. Et je disais que la société civile va se doter des moyens de mesure, indépendamment de l'État, qui lui-même participerait, parce qu'il est assez intelligent et on a besoin de lui, de son expérience, pour qu'il participe à ce grand travail de contrôle par la société civile. Mais quand je parle de la conceptualisation, là je ne parle plus de concept, de la conceptualisation. Il s'agit aujourd'hui de sortir de cette forme de dénonciation stérile, de dire que, par exemple, Robert a volé 30 millions, Rasbat a volé 3 milliards, M. Liel a volé 25 milliards, Clément a volé 70 milliards. Ça peut faire plaisir aux gens. On va en débattre sur Facebook, on va en débattre sur WhatsApp, on va t'applaudir quelques jours, 2-3 jours, ça te donne une certaine notoriété frivole. Mais en réalité, est-ce qu'aujourd'hui le Malien lambda, est-ce que le paysan qui se trouve dans son champ a besoin qu'on passe tout notre temps depuis des années à dénoncer, à critiquer, à dire et sans proposer la solution? C'est là où je parle de la conceptualisation aujourd'hui de la lutte contre la corruption. Ce n'est qu'une continuité, une suite logique de ce que mon frère Arasbat a commencé par la dénonciation. Il le fait très bien, il passe tout son temps à le faire, et je le remercie devant le peuple malien, mais je veux tout simplement dire que aujourd'hui, il faut continuer et aller au-delà et dire qu'il faut poser d'autres actes par la société civile, d'autres actes par les citoyens engagés. Il faut une réorganisation de la société civile, il faut une autre conceptualisation. Je ne parle pas de concept. Il y a des concepts qui existent, même si on ne va pas retourner dans le dictionnaire pour donner certaines différences, mais je veux tout simplement dire, il y a des instruments qui sont là. Ce ne sont pas des concepts. Le vérificateur général, ça vient du Canada. Et moi, je parle du concept à la malienne. Le cascade, ce n'est pas l'invention malienne. J'ai dit aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'il faut aller interroger le paysan malien dans un champ, il faut interroger les leveurs, il faut interroger le jeune diplômé sans emploi pour qu'il te dise quelle est sa part de la lutte contre la corruption, quelle est sa vision de la lutte contre la corruption et qu'est-ce qu'il pense qu'on peut lutter contre la corruption. Et là, on pose les premiers jalons réels de la lutte contre la corruption, réfléchis, pensés, conceptualisés, mis en place par les populations, qui sera la base même de la lutte contre la corruption pour continuer. On est aujourd'hui en train de passer, si vous me donnez 2 minutes. 1 minute. 1 minute. Vous savez, Robert, je vais vous dire quelque chose. C'est que, à partir de 91, parce que tous les débats qu'on fait ce soir, on va partir
Et je vous assure que le jeune malien n'aura rien compris. Ces grandes définitions académiques. J'en suis ravi. Mais peut-être toi et moi on comprend. Mais je veux que ce soir, le malien qui se trouve à Sikasso, qui nous écoute, et l'ouvrier qui vient de sortir de son usine, qui est aussi malien, nous comprennent. Il nous comprendra avec un français simple, mais avec une façon de dire plus pédagogique. Je ne ferai pas un discours académique, je ne vais pas dire des trucs pour que les gens regardent dans les dictionnaires. Il y a une bourgeoisie compradore qui est née au Mali, à partir de 1991, avec la démocratie. Cette bourgeoisie compradore, ça permettra aujourd'hui de comprendre, quand je parle de la conceptualisation, de comprendre ce soir ce que j'appelle par conceptualisation. À partir de là, vous êtes sociologue, vous allez très facilement comprendre. Sauf qu'il faut vraiment aller vite. Je vais aller très vite. Si vous voulez, vous le prenez sur mon temps après, et laissez-moi expliquer ça au Malien. Okay. Ça sera très important parce que on va faire la différence entre dénoncer, poser des actes et trouver la solution. Cette bourgeoisie compradore malienne, elle a été composée majoritairement par des intellectuels qui, on est arrivé à prendre le pouvoir sans réfléchir à la gestion du pouvoir. Parce que le problème, ce n'est pas la conquête du pouvoir. Le vrai problème, c'est que c'est la gestion du pouvoir et non la conquête. Et à ce moment, pour pouvoir accéder à certains postes, il y a beaucoup d'intellectuels, pas tout le monde, qui se sont déversés dans la politique parce que la démocratie, comme disait Rousseau, malheureusement, la démocratie est gérée par les politiques. Et du coup, ils se sont déversés dans la politique pour avoir tel ou tel poste, pour devenir directeur, il faut être politisé, pour devenir généraux parfois, général, il faut être politisé, il faut, pour atteindre un certain niveau, pour être ministre, il faut... Bon, donc du coup, les gens se sont politisés finalement, et cette bourgeoisie compradore qui s'est déversée dans la politique a pris le pays en otage. Ça n'a pas suffi. En prenant le pays en otage, il y a une barrière qui est là, qui est l'aristocratie. Cette aristocratie a été pervertie à son tour par la bourgeoisie compradore malienne, qui n'est pas une classe sociale définie. On peut les retrouver à tous les niveaux, mais majoritairement des intellectuels. Et lorsqu'ils sont au pouvoir, qui sont devenus des hommes politiques, ont besoin, un moment, de s'accaparer du bien privé, du bien public. Et à ce moment-là, ils ont perverti l'aristocratie. L'aristocratie, ce sont des juges, ce sont des militaires, ce sont des enseignants, ce sont des douaniers, ce sont des gendarmes, ce sont des policiers. Et cette aristocratie, majoritairement, qui est là pour contrôler, qui est là pour mettre la barrière, le barrage, pour sauver, pour protéger le peuple, a été pervertie à son tour par la cupidité, a été pervertie par le besoin de s'enrichir. À son tour, elle a montré au bas peuple, elle a montré à la population malienne, au reste que nous sommes, que c'est normal qu'un ministre soit milliardaire, que c'est normal qu'un paysan échoue dans la vie, que c'est normal qu'un douanier puisse construire des villas, des immeubles, etc., etc. Que ce n'est pas grave qu'un président vole. Que ce n'est pas grave quand tu vois un général qui possède des milliards. Et c'est là, pour ne pas contrôler en bas, eux-mêmes sont corrompus à leur tour. Du coup, le peuple a fait les frais. Pour te schématiser, c'est comme quand vous faites une mauvaise fondation et que ça casse par le toit et ça tombe par le toit et le peuple est en bas. À ce moment, aujourd'hui, le travail de la conceptualisation, c'est quoi? Vous prendrez sur mon temps. Laissez-moi terminer ça, s'il vous plaît. Vous prendrez sur mon temps. Il faut que les Maliens comprennent ça, ce que, aujourd'hui, le travail de la conceptualisation de la lutte contre, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est de montrer au peuple que c'est possible. Montrer aux jeunes diplômés sans emploi qu'il est possible de lutter contre la corruption. Ce n'est pas simplement d'en parler. Ce n'est pas par des insultes, mais par des actes posés, par une méthode structurée qu'on peut lutter contre la corruption. Deuxièmement, c'est de montrer aux dirigeants que désormais, on ne va pas simplement parler de vous. On ne va pas simplement dire vos noms, mais on peut vous arrêter aussi. Il y a le concours de circonstances Mali qui est là, un bon ministre. Khashoggi est là. Rasbat a fait ce travail depuis des années, il dénonce. Il y a la plateforme PCC qui dépose des plaintes. Les choses continuent comme ça. Et aujourd'hui, cette conceptualisation, le Mali en a besoin. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place des outils. Grande figure de la lutte contre la corruption, pour les gens, vos combats, en fait, ne sonnent dans beaucoup de têtes que, en fait, populisme. Parce que pour beaucoup de gens, vous connaissez beaucoup d'autres dossiers que vous ne donnez, que vous ne dénoncez pas. Vous faites un choix bien précis de certains dossiers. En fait,
Je crois que ceux qui font ça, ils ne connaissent pas le Rasta. Je les mets au défi d'apporter la preuve. J'ai une connaissance des dossiers importants sur la corruption. Et pour X ou X raisons que je ne l'ai pas fait. Chez moi, il n'y a pas de sentiment. On est des amis, on est des parents, mais quand tu violes la loi, je le dis en face. C'est un principe chez moi. Je vais à l'école de Clément. Je n'ai pas d'école. Non, comme je suis... Non, à votre âge, tu m'as ramené à l'école. Mais là, je vais à votre école. À votre âge, je ne vous laisse pas dans mon école. Non, il n'y a pas d'âge pour l'école. Non, mon frère, non. Il n'y a pas d'âge pour l'école. Même à 90 ans, on est élève. Continue. On est déjà bien d'accord. Restez dans votre école. Clément, tout ce que Clément vient de dire, c'est très bien. Je ne crois pas que le paysan des situations pour lesquelles il prétend se battre comprend ce que c'est bourgeoisie comprend. L'aristocratie. C'est des termes trop élevés. Moi, choquer pour éduquer est un terme comme ça. C'est à partir des faits concrets qu'on invite les gens à comprendre la loi. Je ne sais pas si vous étiez au Mali, Modibo Keïta a conceptualisé la lutte contre la corruption. Il s'agit de l'histoire, dont les témoins vivent encore. L'opération Taxi. Il y en a beaucoup d'exemples. Soumana Sako, Modibo Keïta, M. Traoré. Il y a eu des comportements à l'école, lycéen, volés. Ça a été enseigné, mais après perverti. Donc, on ne va pas polémiquer sur la notion conceptualisée, c'est vraiment de mais des actes concrets qu'on y parle, je suis d'accord. Il y a à dénoncer, il y a aussi à poser des actes. Qu'est-ce qu'un contrôleur citoyen, un citoyen ordinaire peut faire et doit faire selon la Constitution malienne? La loi le dit, la Constitution dit que chaque citoyen a l'obligation de présenter afin de défendre la présente Constitution qui garantit la liberté des droits fondamentaux, le respect de la propriété privée et du denier public. Et en cela, il est dit que quiconque a connaissance d'une intention ou d'une action délictuelle ou criminelle a l'obligation, pas un devoir, l'obligation de le porter à la connaissance des autorités poursuivantes. C'est à eux de poursuivre. Notre mission, c'est de dénoncer. Je ne suis pas juge pour juger. Je n'ai pas l'autorité d'aller arrêter l'administrateur pour le traduire. Je dénonce avec des faits. C'est pourquoi, lorsqu'on avait eu connaissance que jamais les tissus basins n'avaient été taxés au Mali, de tout le temps, suite à mes investigations au niveau de la Direction nationale du commerce et de concurrence, que j'ai découvert que jamais le basin n'avait été taxé à son titre réel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le tarif commun extérieur, qui dit que les basins sont taxés à 20% de leur prix d'achat. Mais on les importait sous d'autres titres, popeline, tu vois, des spaghettis, des tissus, des friperies, et donc on payait 5% au lieu de 20%. J'ai écrit à l'actuel secrétaire général de la présidence, Ben Barka à l'époque qui était vice-président. Modibo Keïta était le premier ministre, pour leur faire une note juridique là-dessus. D'accord? Et à la vérification, ils ont dit qu'à partir du 1er janvier 2017, ils vont commencer à taxer les basins. C'est pourquoi les basins ont commencé à être taxés de 5 000, ils sont arrivés à 6 000 francs. C'est pourquoi même demain, certains marchés n'aiment pas le rasta. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, on vous dit des faits. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu beaucoup de... Quand on a des actes comme ça, et on se doit de les porter à la connaissance des autorités poursuivantes. Moi, j'ai vu, par exemple, quand vous avez parlé tout de suite de votre théorie, vous savez ce qu'on dit là-dedans? Partout où vous entendez la corruption, interrogez-vous sur la frontière entre la logique administrative de l'intérêt général et la logique économique de l'intérêt privé. S'effrite, l'homme politique se retrouve dans l'intérêt privé. Concrètement, pour que le paysan comprenne, dans un langage très simple, l'homme politique aura un pied dans la fonction publique et un pied dans l'entreprise. À partir de la fonction publique, il a les éléments constitutifs des marchés d'appel d'offres publics. Il les fournit à sa société qui conçoit l'appel d'offres conformément aux éléments. Et là, il a le truc. Un exemple frappant. Vous avez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que tout responsable d'une société à but lucratif élu député a au plus 1 an, 3 ou 6 mois pour démissionner de son poste de directeur d'entreprise publique sous peine d'être considéré comme démissionnaire d'office de son mandat électif. Jusqu'à preuve d'aujourd'hui, Adi Nyangado, directeur de l'agence immobilière, est émargé au nom de sa société et c'est au président de l'Assemblée qu'il revenait de constater directement et de saisir la Cour constitutionnelle pour vacances et convoquer l'élection. Ce n'est pas moi qui peux le faire, Clément. Je l'ai dénoncé, invité le président de l'Assemblée à le faire. Deuxièmement, la députée Château,
en 2016, a eu un marché d'entente direct avec la présidente, signant son nom, c'est des entorses graves à la loi. Et troisièmement encore, vous, Clément, vous êtes un bon frère à moi que je vous aime beaucoup. Voilà. Vous savez, lorsque j'ai lu une de vos interviews dans la presse, vous avez dit que vous avez causé avec un procureur qui vous a dit qu'il ne poursuivra jamais quelqu'un qui aura détourné 300 millions. Que pour que lui, il le poursuive, il faut que le préjudice atteigne 4 à 5 milliards si je ne m'abuse. Et que dans ce cas, tu lui as demandé que le procureur t'aurait répondu que dans ce cas, celui qui aura détourné aura sa part, moi, procureur, l'autorité pour soin, j'aurai ma part. Je l'ai dit, suivant le code pénal, tu as l'obligation de fournir le nom de ce procureur-là. Un. Deuxièmement, je dis à Clément, en privé et pas publiquement, je dis à Clément, vous êtes co-initiateur de la plateforme PCC avec Mamadou Sissé Koulibaly, qui a dit l'investigation, c'est pourquoi. Et pour en terminer, vous savez, quand les enfants ont proféré des injures dans le rap, et quand il y a eu l'affaire de scandale d'Agref relaté, j'ai tenu plus de 4 conférences au Carrefour des Jeux. On a confié Daniel Tessouga à l'époque procureur général, qui était avec mon ministre, mon père, mon Al-Bati. On a convoqué Tereta, ministre de l'administration et de l'agriculture. On a étalé tous les documents. Les producteurs, on les a invités. Vous savez ce qu'on a dit? Quand on a fini, j'ai dit que le CDR est une organisation de renforcement des capacités des citoyens. Juridiquement, nous n'avons pas qualité à pouvoir saisir la justice. Parce que pour saisir la justice, il y a aussi des conditions à remplir, qui sont au nombre de 3. Avoir qualité, intérêt et avoir l'objet. Capacité. Nous n'avons pas qualité parce que nous ne sommes pas une société créée, une organisation créée uniquement pour lutter contre la corruption comme Transparency International, publier ce que vous consommez comme au Gabon. Donc comme PCC est là, ils sont juridiquement recevables dans l'action contre la corruption. Je dis toute société ou toute organisation au Mali qui est créée pour lutter contre la corruption, le CDR se propose de les commettre un avocat pour agir. Je peux le faire, mais je passerai pour un démagogue, un populiste. Je vais porter plainte. Les radios vont dire, à porter plainte, mais moi-même, je sais que ma plainte est irrécevable pour défaut de qualité. Je le dis la même chose à Biprem Diawara, un bon grand frère, qui venait me trouver au Carrefour en cause, quand il a porté plainte contre Ibeka. Je dis, grand frère, c'est bien, mais vous avez été candidat au Canada. Vous connaissez les procédures pour être candidat. Vous ne pouvez pas ignorer les lois au Mali. Mais comment vous pouvez aller directement saisir la haute cour de justice, sachant qu'il y a une procédure? Est-ce que vous voulez tout simplement attirer les médias sur votre personne ou sur la cause que vous prétendez défendre? Donc quand vous dites qu'aujourd'hui beaucoup passent pour nous dans ces combats comme des populistes, des démagogues, et que certains nous prennent pour ça, ils ont raison. Parce que la lutte contre la corruption, j'en ai fini, c'est pas, et je le dis, c'est ce que je dis à mon frère, toutes les organisations que je connais, Survie, dont j'aime beaucoup les livres, les Javier Verzas, Noir Silence, France Afrique, beaucoup d'autres livres, Transparency que je suis beaucoup, publier ce que vous consommez ailleurs. Vous savez, pour mener l'investigation, il faut être discret. Quand tu dis, monsieur, j'arrive demain investiguer chez toi, tu ne trouveras rien. Tu dois être discret, tu investigues. C'est pourquoi chaque fois qu'il reste à soi, c'est avec des documents. Mais je ne dis pas, je viendrai chez vous demain à l'heure. Qu'est-ce que je vais trouver? D'accord. C'est ça le combat. Merci. Merci. Ils n'ont pas déposé de dossier à nos clés. S'ils en ont, je pense que c'est aussi simple que ça. Et il y a également, on a parlé de... Moi, je vous ai dit que tout ceci, à vous entendre, quand vous expliquez la difficulté, par exemple, le fait que vous ne pouvez pas le faire sur d'autres formes, et que Clément explique toute une démonstration à travers la bourgeoisie comprador. Non, juste sans vous interrompre, je dis juste qu'on dénonce ce qui est un devoir à nous. Maintenant, passer au-delà de la dénonciation, ça c'est pas notre ressort. Ça c'est le ressort des organisations spécifiques. D'accord. Les dossiers, je peux vous en citer 10 ici que je fournis. Donc, faites les dossiers. Le débat. En fait c'est pour dire que vous dites la même chose. On dit la même chose, mais comme vous savez, comme j'ai toujours dit que c'est un problème de système, si vous dénoncez à la radio, sinon en principe, dès qu'une dénonciation est publique, la justice doit s'en saisir. Alors pour éviter la langue de bois, il aurait été mieux de faire un document de déposer avec l'accusé de réception, que vous l'avez, en ce moment il ne peut pas dire qu'ils n'ont pas vu. Mais moi je pense que ce n'est pas une question de justice. Je l'ai dit, il faut éviter de trop espérer sur la justice malienne dans sa lutte contre la corruption. Aujourd'hui les juges sont en train de passer un message. C'est un message qu'ils sont en train de passer. Pendant qu'ils étaient en grève, les gens ont dit les corrompus qui grèvent. C'est ce qui a été dit. Tout le monde l'a dit. Nous, on a été les voir. Ils nous ont très bien dit que, comme c'est ce que pense le peuple malien, on va venir montrer où se trouve la corruption.
Ils l'ont dit il y a des mois. Donc ce qui fait aujourd'hui les juges, il ne faut pas que les gens pensent que c'est de la blague ou c'est de la démagogie. Non, ils sont en train de dévoiler les lacunes de notre système. Ce système qui essaye de pointer tout le temps le doigt là où il n'y a pas le problème, de trouver toujours des boucs émissaires. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous attendons, je dis, quand vous parlez des politiques, parce qu'il est important aussi pour vous de faire la différence toujours, parce que c'est important quand vous dénoncez certains, mais c'est une honnêteté aussi obligatoire et morale pour vous de dire en tout cas tel ou tel ne font pas partie. Parce que quand vous ne faites pas cela, vous ne rendez pas service au pays. En s'attaquant aux politiques de façon systématique, vous ne rendez pas service. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le politique qui est appelé à gouverner. Et quand on va gouverner, même le CDR va se transformer en politique et il va devenir un instrument également que les gens vont rejeter parce que vous aurez fait en amont un travail contre la politique. C'est pourquoi il faut faire la différence entre les hommes politiques et faire la différence avec la politique qui est tout simplement l'objectif de vouloir trouver un moyen de pouvoir gouverner dans la transparence et dans une véritable justice sociale. Donc maintenant, quand vous regardez en tout, moi je dis, c'est l'occasion pour moi de vous dire, Clément, et puis le camarade Arassa, que, comme vous l'avez dit, vous êtes un mouvement d'éveil citoyen et tout. Et vous êtes une plateforme. Vous êtes de la matière première. Quand je vais donner une explication un peu en termes industriels. Vous êtes une matière première. Vous ne servirez à rien et vous risquerez de retourner là où vous êtes si vous n'utilisez pas les machines pour devenir un produit fini. Parce que vous allez continuer à dénoncer. C'est l'arme seulement que la démocratie là, actuelle vous est donnée. Mais vous ne pouvez pas changer les lois. Vous ne pouvez pas imposer et vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et la machine, c'est le politique. C'est la politique. C'est les partis politiques. Et regardez sur l'espace les partis qui vont sur les mêmes orientations que vous, qui souhaitent les mêmes choses que ce que vous réclamez, pour lesquels vous prétendez vous battre. Eh bien, s'il y a des partis qui sont sur ces chemins-là, il serait souhaitable de comprendre que vous avez affaire avec un système tellement lourd et le degré de corruption est tellement immense au Mali. Ce n'est pas un petit jeu. Hein. Vous avez bien compris, vous avez compris à chaque fois vous-même que vous soulevez les trucs, vous avez vu la capacité de nuisance de ceux qui sont impliqués. Donc les intérêts sont immenses. Et en continuant de cette manière, vous risquerez tous de vous faire liquider un à un. Et ce n'est même pas une question qui est à discuter. Donc pour mettre en œuvre ces pensées-là et ces visions que vous souhaitez pour votre peuple, il serait souhaitable de regarder sans complexe les mouvements ou les partis qui sont également que dans cette même logique, nous devrons respecter les principes de séparation du pouvoir. Nous ne pouvons pas aller nous mêler à la justice dans sa lutte, parce que ça, c'est sa lutte. Nous sommes des politiques. Maintenant, ce que je peux dire en revanche ici, et je suis une voix autorisée pour le dire en tant que secrétaire politique, je le dis, que si la justice a un seul petit élément contre un député Sadi, le parti Sadi va faire un document officiel pour demander à l'Assemblée de lever son immunité et de lui remettre à la justice. Ça a été pareil pour les maires. On a dit que les maires veulent gréver. Nous avons fait appel à nos maires. Nous les avons dit, vous ne pouvez pas gréver pour ça parce que non seulement vous violez le principe de séparation des pouvoirs et puis vous voulez défendre quoi? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Il est dans une procédure. Attendons la fin. Et donc il est clair que notre position dans la lutte contre la corruption, demandez peut-être aux autres partis politiques. N'importe quel député, n'importe quel élu, n'importe quel membre du parti Sadi qui est impliqué dans une histoire quelconque, dans le cadre de la corruption, eh bien, il sera remis à la justice. Cela est une certitude. Maintenant, allez suivre des mouvements de société civile dans leur combat. Parce que ce que vous n'ignorez pas, ces mouvements qui se disent société civile sont plus politiques que nous. Et quand nous les approchons, ils disent non, 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 on ne veut pas de politique. Mais en réalité, eux sont plus politiques que les politiques. Parce que c'est eux qui mènent le jeu politique. Et c'est eux également qui défendent toute la lutte, parce que dans leur contradiction interne aujourd'hui, ils sont en train d'anéantir une belle opportunité de donner un virage de changement au Mali, un virage où tout le monde aura bénéficié des avantages de cette lutte. Donc il convient aujourd'hui que ces sociétés civiles, ces différentes sociétés, acteurs de la société civile, ces mouvements, qu'ils comprennent qu'il y a un tournant qui est là et qu'on n'a qu'à essayer d'éviter de dire qu'on n'est pas politique. On n'est pas un parti politique, c'est différent d'être politique. Aujourd'hui, Bathily peut dire qu'il n'est pas un parti politique, c'est clair, mais il est politique. Et la politique est une démarche qui est une suite logique
de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez pour votre peuple. Sinon, vous ne disposez pas d'instruments pour le faire. D'accord. Merci à M. Bokoum. Vous n'êtes pas loin. Hein. Vous avez fait 8 minutes. Ah oui, ils ont fait 9 minutes. Je suis en train de transférer. Il fait chaud sur ton plateau. Merci. Merci. En fait, moi, mon plateau manque de fond. Ah bon, nous, on n'a pas d'argent. Nous, on n'a vraiment pas d'argent. Voilà, donc il faut vraiment penser, à un nous. seul mot pour terminer. Nous, les partis politiques, nous ne servons à rien sans ces mouvements-là. Et ces mouvements ne parviendront à rien sans les mettre dans l'industrie pour qu'on puisse produire un modèle de société pour le peuple malien, quitte qu'aux gens de consommer ou de ne pas consommer. En tout cas, il y aura un problème. Merci, M. Bokoum. Donc, quitte. Chacun a fait 9 minutes. Maintenant, professeur, je viens à vous et cette fois-ci, je vous demanderai, et vraiment à vous tous, continuons toujours sur la base du principe de 4 minutes par question. Vraiment, je vous en prie, ça nous permettra de traiter de beaucoup de questions. Alors, professeur, maintenant, nous entendons parler de beaucoup de gens inquiétés par la justice et, comme je le disais, cette hyper-médiatisation de ces dossiers-là. Finalement, cette médiatisation accrue de ces dossiers de corruption ne coche-t-elle pas, par exemple, un principe de droit, celui qu'on appelle la présomption d'innocence? Non, pas du tout. Quand vous suivez dans certaines cultures judiciaires en Europe, quand un procureur, et quand il y a un grand fait dans la société, le procureur a l'obligation de faire un communiqué, d'expliquer, de faire une conférence de presse. Et je ne vois pas de problème quand Kazoké sort. Et je pense qu'il mesure le contour de ce qu'il dit. C'est quand même quelqu'un qui est très avéré, quelqu'un qui est intellectuellement bien structuré, pour quelqu'un qui le connaît. Et il sait ce qu'il dit. Il n'y a pas de, ça n'enlève pas la présomption d'innocence. En fait, tous les gens qui sont arrêtés jusqu'à présent ne sont pas accusés juridiquement pour dire qu'ils sont coupables. Il y a la présomption d'innocence, c'est que pour l'instant, il y a toujours, professeur. Alors, finalement, il convient alors d'arrêter les gens, les mettre en prison pour continuer les enquêtes, ou ne fallait-il pas plutôt terminer les enquêtes et arrêter les gens? Non, en fait, il faut comprendre qu'il y a des éléments à changer. C'est-à-dire que le procureur possède des éléments, il est à court de l'enquête, donc il a clôturé une partie, je vais simplement dire la chose, il a clôturé une partie de son enquête qui lui permet de vous interpeller. Quand vous êtes interpellé, il y a l'interrogatoire, donc il vous pose beaucoup de questions. C'est à partir de là, il vous demande des preuves. C'est à partir de tous ces éléments qu'il décide, en âme et conscience, et selon le cadre juridique, de vous placer en détention ou pas. Il peut vous libérer en continuant l'enquête. Il peut vous garder en prison selon la teneur de l'acte posé. Il me reste 1 minute. Je voulais juste répondre ce soir parce que j'ai entendu beaucoup mon frère ami Razbat parler de ses procureurs. L'histoire se passe en 2004. 2004, je prenais l'avion pour aller en France parce que j'étais venu en vacances. Et je l'ai dit, dans l'avion, quand on a discuté, il y avait un monsieur qui était à côté, il y avait une dame entre nous. On parlait du Mali, de la corruption. Le monsieur, il m'a dit, moi-même, je suis procureur. Je suis procureur et je n'arrête pas quelqu'un s'il n'a volé que 2 milliards, parce que je peux trouver ma part, et s'il n'a volé que 300 milliards, je le mettrai en prison. Moi-même, je suis procureur et le Mali, c'est comme ça. On a discuté dans l'avion, comme il a l'habitude de prendre tous les jours des avions. Il doit savoir que tu discutes beaucoup avec les gens. À ce moment, je ne vais pas prendre l'identité, le nom, le prénom. Et je pense que dans ma conférence de presse, c'est ce que j'ai bien dit et j'ai été clair là-dessus. Et s'il a la vidéo, vous revoyez la vidéo, c'est ce que j'ai expliqué. Deuxièmement, les maisons. J'ai toujours dit que nous sommes en cours d'investigation. Il me demande une liste où on n'a même pas fini. J'ai dit qu'on a fini pour ACI Amdalay et qu'il y a d'autres ACI qu'on n'a pas fini. Donc je ne vois pas pourquoi il est pressé d'avoir la liste. Sinon, il peut venir se joindre à moi pour qu'on continue l'investigation. D'accord. La dernière chose, si vous me permettez, de vous stopper. Non, si vous me permettez, okay, si vous voulez, vous ne me donnez plus la parole. Je vais quand même parce que nous sommes sur un débat. On est sur un débat. J'ai le droit, s'il vous plaît, professeur. Non, j'ai le droit de dire quand on me reproche des choses qui ne sont pas fondées. Professeur, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser éclaircir mon frère qui a accepté d'aller dans mon école. Donc dans ce cas, c'est mon élève et je dois apprendre des choses. Je vous en prie. En fait, il ne nous reste plus
Il ne nous reste plus que 17 Ce minutes. soir, je voulais apprendre S'il vous au vieux plaît. Arasta D'accord, vous aurez... comment on doit faire l'investigation. Professeur, C'est un grand frère. professeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Peu importe. En fait, on aura l'occasion, je pense. Hein, on aura l'occasion. Pour moi, ça, on va peut-être appeler ça C'est juste un conseil première manche. fraternel. Il y aura la seconde manche, professeur. Non, il n'y a pas de manche. Il n'y a pas de combat dans la scène. Monsieur Il va Bokoum, parler. nous sommes Non, mais- vraiment, nous dirigeons vers la fin de cette émission. Alors, il ne nous reste plus que 16 minutes, donc moi je dirais 15 minutes en tout. Alors, je vais vous donner à chacun 5 minutes maximum, quoi. Voilà. Maintenant, sur une dernière question. Pour lutter contre la corruption, alors, faut-il appuyer, mais vraiment sur les leviers de la punition, de la coercition tout de suite, ou sur celui de la prévention? Voilà. Merci Robert. Je vais arrogance parce qu'ils font, vous avez parlé de présomption d'innocence, ce n'est pas la justice, c'est eux-mêmes, les pilleurs même, qui s'exposent de façon ostentatoire avec les biens volés au niveau de l'État. Aujourd'hui, tu vois un pauvre, demain il se réveille avec des grosses voitures et des villas partout, et il a la fierté de montrer qu'il est un gros voyou. Et comme il n'y avait pas de répression derrière, les gens se montraient. Donc il n'y a pas, ou moi je ne vois pas la question de la présomption d'innocence, c'est le réflexe du Malien dans une façon comment on appelle, de démocratie populaire, de révolutionnaire, où les gens vont même jusqu'à désigner les coupables avant parce que tout simplement, c'est visible. Ce qui est volé est visible. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est clair. Vous avez parlé des instruments, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre la corruption, etc. Aujourd'hui, la corruption a envahi, on n'a pas parlé des trucs de culture et tout ça, il y a des détails. La corruption, on ne peut pas l'éradiquer, mais il faut l'encadrer. Et ce n'est pas seulement la transparence, mais il faut réprimer. Et réprimer de façon claire, sans état d'âme. Vous avez au niveau, et la répression ne doit pas être des fonctionnaires. Moi, je suis désolé, Bakary Touroula n'est pas mon problème, hein, ni Arama. Moi, mon problème, c'est que ceux qui tiennent lieu du pouvoir, les décideurs, le législateur, celui qui légifère, et celui qui incarne le pouvoir exécutif, soient des gens corrompus. Cela est extrêmement grave. C'est là-bas où il faut permettre à la justice de déverrouiller. Et nous, les politiques, vous allez nous voir, nous attendons qu'il arrive au niveau de blocage de la loi, et bien nous allons nous engouffrer dans la brèche pour demander l'ouverture et la clarification dans ce domaine, qu'il n'y aura pas de privilégiés au-dessus de la loi au Mali, et qu'eux, ils ne peuvent pas piller l'État, et que tout les sont permis et rien aux autres, et que cela soit aujourd'hui légiféré. Vous avez les passeports. Quand je vous dis que la corruption est tout ce qui est légal, aussi au Mali, c'est important de le savoir. C'est tout ce qui est légal. Les passeports, vous avez un seul document à 2 prix. Avant, c'est parce que le policier prenait un peu, on a dit non, on récupère. Mais on a fait une loi pour autoriser au monsieur à payer. Si vous êtes rapide, vous payez 100 000. Si vous êtes moins rapide, vous payez 50 000. C'est une légalisation de la corruption. Un seul document ne peut pas avoir 2 prix. Ça n'existe nulle part. Donc, au-delà de ça, vous avez au niveau de la douane des TS qui sont validés par des lois. Et on sait très bien que les TS, c'est pour le douanier. Et donc, on taxe tout le monde et on donne à des individus. Et au-dessus de la loi. Si ce n'est pas à cause du pouvoir qui leur ont été conférés, comme l'a dit Arasbach, le pouvoir qui leur ont été conférés, ils ne peuvent pas nous arrêter pour me demander un rond. Donc, moi, je pense qu'au niveau ici, pour lutter contre la corruption, la lutte contre la corruption passe par la liquidation du système actuel. Il faut être très clair. Ça passe par la liquidation du système et la mise en œuvre et la mise en place d'un État avec tout simplement les principes de conception, les conceptions d'un nouvel État avec les principes d'une participation effective de la citoyenne et de la masse et de la classe laborieuse dans l'exercice du pouvoir et dans les moyens de contrôle. C'est à ce seul moyen qu'on va s'en sortir. Sinon, quand vous demandez bien qu'à la Nimna, c'est bien qu'à la Kaïtsegaï. Maintenant, il est clair aujourd'hui qu'au lieu de considérer que les classes politiques sont pourries, c'est la même manière quand vous dites que la religion, quand vous dites que les religieux sont pourris, vous ne rendez pas service à la religion, parce que les gens vont fuir les mosquées. Si vous dites que les médecins sont pourris ou des assassins, personne n'ira à l'hôpital. Alors faites en sorte de faire la part, quand vous dénoncez le politique, de savoir qu'au moins celui-là est sur une ligne, même si je ne l'aime pas, même si je ne suis pas son combat. Et tous les combats, on le sait, du début jusqu'à la fin, sont toujours une connexion intergénérationnelle. Nous, ceux qui étaient là-bas depuis la lutte clandestine, se sont mélangés entre eux et nous sommes aujourd'hui ceux-là qui suivent d'autres mentors que nous n'avons aucun complexe
de reconnaître. Merci. Donc nous voulons un changement au Mali et il le faut. Merci, M. Bokoum, M. Bathily. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour qu'il y ait beaucoup moins de corruption au Mali? Merci beaucoup. 5 minutes. N'oublie pas que Clément a eu 4 minutes. Beaucoup, mais moi, on a eu 4-4, comme c'est le professeur ici, il doit être très clément. En fait, j'ai 3 solutions. Et je suis très heureux aujourd'hui, dans la réponse de Clément, de déceler qu'il y a lieu de lui prodiguer des conseils. Et à travers lui, il y a beaucoup de personnes. Il est de bonne foi, hein, mais il y a des erreurs qui peuvent lui coûter très cher. Les 3 propositions pour lutter contre la corruption. Sinon 2 majeures, hein, et pour appuyer un point de Clément par rapport à la médiatisation, c'est tout à fait normal. Le procureur, il est l'avocat de la société. Il agit au nom du peuple, de l'intérêt public. Et le placement en détention provisoire obéit à un esprit majeur, la justice, qui est de préserver les chances de manifestement de la vérité. C'est lorsque le juge d'instruction, qui a seul pouvoir de placer quelqu'un sous mandat, estime que suivant les éléments révélés à l'enquête préliminaire, qu'il y a des indices graves, et que vu la position ou le poids financier ou décisionnel ou politique de la personne suspectée, qu'en le laissant dehors, il y a risque de faire disparaître certains éléments qui peuvent être de nature à empêcher le manifestement de la vérité. 2, qu'il a les capacités de pouvoir fuir et échapper à la justice. 3, qu'il a le pouvoir de faire taire certains témoins qui peuvent être des obstacles au manifestement de la vérité. Tout à fait, mais je reste toujours avec vous, sans vous retirer la parole, M. Bathily. Mais imaginez justement, le statut de ces personnalités est tel qu'aujourd'hui, nous nous posons la question, après tout ça, et qu'on nous parle de non-lieu. Pensez-vous que le peuple il y a la présomption d'innocence. Au fait, leur placement sous mandat de dépôt n'est pas, si vous voulez, une accusation, n'est pas une condamnation, je veux dire, bien sûr. Mais ils sont placés sous mandat pour préserver les chances à la vérité de pouvoir se manifester. Vous voyez? Parce que s'ils sont dehors, il y a beaucoup de chances qu'ils puissent faire taire certains témoins, qu'ils puissent faire disparaître certains éléments de preuve, qu'ils puissent même échapper en fuyant le pays à la confrontation de la justice. Mais en cas de non-lieu, toujours. Mais en cas de non-lieu, c'est la justice. C'est à eux d'apporter les éléments de décharge. Juste une question. À quoi avons-nous pensé pour rétablir l'honneur de ces gens? Parce que pour beaucoup de gens, c'est des corrompus. Non, mais rien que la décision de relax, rétablir leur honneur. Okay. Rien de dire que vous n'êtes pas responsable, ça rétablit ton honneur déjà. C'est tout à fait évident. Maintenant, les solutions. Pour moi, tout ce qu'il y a aujourd'hui, les problèmes liés à la corruption sont d'ordre administratif, législatif et même constitutionnel. Législatif, on a cité le cas, par exemple, de la haute cour, la procédure devant la haute cour de justice qui passe par la... Lequel président, conseil des ministres, est aussi président du conseil suprême de la magistrature. La séparation n'est pas réelle. Vous voyez? Donc pour moi, il faut que nous ayons une loi qu'il faut modifier afin d'enlever au président le pouvoir de présider le conseil suprême de la magistrature et par conséquent le pouvoir d'affecter, de muter les juges. Ce qui va, qui va enlever les juges sous les pressions de l'exécutif. Et le deuxième conseil que je donne à mes frères, suite à sa réponse par rapport au procureur, je dénote qu'il est de bonne foi. Mais encore à sa place, quelqu'un que je rencontre dans l'avion, dont je ne connais ni l'identité, je ne saurais propager sa parole qui peut être tenue par des milliers de personnes qui ont confiance en moi. Aujourd'hui, il y a l'association des procureurs pour cela. Ils peuvent vous poursuivre pour ça. Parce que vous avez dit qu'un de leurs a avoué qu'il ne poursuivra pas quelqu'un qui aura détourné le denier public jusqu'à hauteur de 5 milliards. Cela est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité du corps des magistrats. L'association a pour objet de défendre l'intérêt matériel et moral des membres de son corps. Ils peuvent le poursuivre, de divulguer le nom de ce procureur afin d'épargner les autres de ces déshonneurs-là. Et ce jour, vous ne pouvez pas invoquer que c'est dans l'avion que vous l'avez dit. Ça, c'est bien. Deuxièmement, j'ai entendu mon frère Clément, suite à l'affaire au contrat au niveau de l'aéroport. Dans la réponse, vous avez dit que le directeur de l'aéroport vous a appelé personnellement pour vous demander de venir former les agents. Vous savez, le délit de favoritisme dans le code pénal. Vous avez soumissionné à 9,9 millions. Vous étiez en concurrence avec des autres soumissionnaires, 10-11 millions. Donc je dirais les noms. Donc quand vous dites sur la place publique
que le directeur m'a appelé. Je suis allé de bonne foi appuyer à renforcer les capacités. Ça veut dire que le directeur vous a communiqué les termes de référence. Est-ce qu'il en a communiqué aux deux autres concurrents? C'est ce qui s'appelle le délit. Donc si vous, Clément, vous étiez au courant qu'il y a d'autres concurrents et que le directeur vous a appelé personnellement pour venir faire les termes de référence, pour venir faire les formations. Donc si vous êtes en connaissance de ça, selon la loi pénale, vous vous rendez complice avec le directeur de l'aéroport du délit de favoritisme qui est puni par la peine d'emprisonnement. D'accord. Donc pour vous conseiller, vraiment il faut faire beaucoup attention à ce qu'on dit. Ça c'est vraiment l'élève qui conseille son professeur. Merci M. Bathily. Alors, professeur, s'il vous plaît, professeur Clément, vous avez 5 minutes pour terminer. Alors sur une question, qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire pour réduire considérablement les degrés de corruption chez nous? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que si j'avais une école sérieuse, je n'aurais pas pris à l'ASBAT. Vous avez 5 minutes, professeur. 5 minutes, je vous couperai à l'heure pile. S'il vous plaît. Ok. Il serait l'un des élèves les plus médiocres de ma classe. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a fait voir ses rabaisse au plus bas niveau intellectuel à ce point. Ça s'appelle la médiocrité. Mais je ne suis pas là, je le respecte beaucoup. Il m'appelle mon frère, je l'appelle mon frère. Ce qu'on propose, aujourd'hui, il faut former les magistrats. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être formés. Ils ont besoin d'être structurés. Il faut former tous les corps d'intervention, c'est-à-dire la police, la gendarmerie. Il faut aussi informer les populations sur les enjeux de la corruption. Il faut également mettre en place des outils efficaces pour lutter contre la corruption, comme la digitalisation par exemple. Il faut aujourd'hui qu'au XXIe siècle, nous arrivons à informatiser notre système de gestion administrative, financière et judiciaire pour permettre à ce que les usagers soient mis dans leurs droits et protégés contre les abus. Et il faut également sensibiliser. Sensibiliser, c'est-à-dire donner un sens à la lutte contre la corruption. Ce sens à la lutte contre la corruption permettra aux primo-arrivants, c'est-à-dire les enfants qui vont naître, les petits qui vont... Parce que la corruption, ce ne sont pas que des majeurs, des personnes âgées. Il y a aussi des petits-enfants, donc dans le système d'éducation, dans le système de formation, dans la citoyenneté, et ça nous permettra d'aboutir, d'arriver à travailler, à agir sur la conscience populaire. Et cette conscience populaire, ce que moi j'appelle la révolution des consciences, va nous permettre d'arriver à un nouveau type de Malien. Un nouveau type de Malien, ce n'est pas celui qui va naître, mais celui qui est déjà là, mais qui va comprendre qu'on ne doit pas toucher au bien public, qu'on ne doit pas faire de trafic d'influence, qu'on ne doit pas manipuler et qu'on ne doit pas mentir. Et pour terminer, qu'on doit faire des bonnes investigations pour ne pas raconter des bêtises aux gens. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui dénoncer cette tuerie. Et comme il ne répond jamais à mes invitations, j'espère que cette fois-ci il viendra soutenir l'armée malienne. Laisse-moi parler, je ne vous ai pas coupé. Donc, je pense qu'il viendra. Non, je suis en train de vous inviter. Et s'il vient, donc, ah ben, moi je vous envoie le message. Mais bon, enfin, pour terminer, je vais vous dire une chose. Vous savez, monsieur Robert Dissa, le travail des journalistes, parce que c'est un chroniqueur. Moi, je le connais que chroniqueur. Le travail des journalistes. 30 secondes, professeur. 30 secondes, c'est l'investigation. On ne doit pas raconter des bêtises aux gens, parce qu'on est écouté par des gens. L'investigation, c'est d'abord la richesse des pièces à conviction. Tu ne peux pas parler parce qu'on t'a donné quelque chose. Apparemment, Clément pose un problème à Rasbat, il veut même que j'aille en prison. Il fait un clin d'œil au procureur de l'association pour dire ah, Clément doit aller en prison. Mais je veux tout simplement dire que je fais la différence entre l'animateur et quelqu'un qui pose des actes. Si vous avez des dossiers, s'il vous plaît, pouvez dénoncer, amenez-moi, je vais aller porter plainte. Parce que je suis au-delà de ça. Moi, je porte des plaintes. Si vous avez des dossiers, avant d'aller parler à la radio pour animer la galerie, amenez, on va déposer la plainte ensemble et on va voir les résultats. Merci beaucoup. Merci, professeur Dambélé. Alors, vous pouvez applaudir maintenant, hein, vous pouvez vraiment applaudir maintenant. Voilà. Ok. Voilà, mesdames, messieurs, c'était votre émission politique, le débat d'Africable Télévision, sur le thème ce soir, transparence de la vie publique et lutte contre la corruption au Mali, avec monsieur Youssouf Mohamed Bathily, alias Rasbach, porte-parole du CDR, collectif pour la défense de la République, que nous applaudissons. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements au professeur Clément Dambélé. Il est le président de la plateforme de lutte contre la corruption au Mali et
Beaucoup d'applaudissements à M. Babarou Bokoum. Il est le secrétaire politique du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Mesdames, Messieurs, vous étiez très nombreux à vous interroger si ces débats allaient pouvoir se tenir tranquillement, dans la convivialité. Eh bien, ça y est, on a pu le faire. Merci.